Bonjour Chantal et bonjour Claude, comment allez-vous? Bonjour Eric, on va très Bonjour, bien. tout va bien. Bon, c'est formidable. Alors je sais, Chantal, tu m'as appelé il n'y a pas longtemps et tu m'as dit, voilà, tu montes un projet formidable avec Claude. Alors tu vas nous en parler aujourd'hui. Tous les deux, vous allez m'en parler. Alors, mais avant de commencer, j'aurais voulu que vous vous présentiez un petit peu brièvement. Qui commence? Alors voilà, Dame. c'est bien. Alors voilà, donc Chantal Lallemand. Donc moi je suis artiste peintre plasticienne. Je peins, ma spécificité c'est de peindre avec mes mains, mes doigts, mes ongles. C'est aussi de coudre sur certaines de mes toiles des perles. Alors la première fois quand on avait fait connaissance, eh ben, j'en peignais quelques centaines et là c'est exponentiel et j'en suis sur la dernière à 35 000 perles sur une toile. Donc 6 à 7 mois de travail en moyenne, 6 à 7 heures par jour. Alors, moi, en fait, à la base, je suis fresquiste muraliste, c'est-à-dire j'ai fait pendant des années, j'ai travaillé dans le domaine de l'événementiel et occasionnellement pour des particuliers. Donc, je répondais à des demandes, à des commandes qui étaient souvent précises, mais aussi des choses à créer de toutes parts. Et puis, j'avais jamais pensé à exposer personnellement. Et donc, la rencontre avec Chantal, en fait, j'ai fait un trompe-l'œil pour Chantal sur un mur de son jardin. Et suite à ça, on a beaucoup échangé. Et puis, il y a eu réellement une osmose, quoi, on peut dire. Je pense que c'est pas une erreur de le dire. Et ça nous a donné l'idée de faire des choses communes. Et l'idée d'une expo est très vite venue. La seule inquiétude que moi j'avais, c'est que je suis plutôt figuratif et que Chantal est plutôt dans l'abstraction. L'idée, au départ, vraiment, on n'était pas parti pour faire quelque chose d'aussi grand, sauf que quand on a mis à plat les différentes choses qu'on voulait développer, ça a pris une dimension beaucoup plus importante. Et vraiment, l'idée de départ, c'était pas de faire un totem comme les Indiens, c'est-à-dire un bloc sculpté et point. On voulait que ce soit un peu dans l'esprit de Dali, avec des choses, un axe, et autour de cet axe, des choses qui gravitent. Donc il y avait un côté lévitation qui n'était pas évident à mettre en place, mais qui a dirigé toute la suite des travaux. D'où un socle suffisamment lourd pour pouvoir supporter ce qui allait monter. Et techniquement, plus on montait, plus il fallait que les matériaux soient légers. Donc en dehors du thème développé, il y avait cette contrainte, j'allais dire physique, mais c'est carrément ça, pour que ce soit élégant et en même temps solide, que les gens qui viennent visiter puissent y toucher sans que ça puisse tomber. C'est un peu la problématique en général de la sculpture. Voilà. Il faut qu'il y ait une structure pour pouvoir porter l'ensemble. Comment c'est réparti un petit peu les tâches tous les deux? Bon, il y a une partie plus abstraite de Chantal, et puis toi, c'est plus figuratif. Il y a une idée générale, hein, je pense. Le thème, avec son thème, le parcours de l'humanité. Claude avait fabriqué dans ses activités passées une tête de Christ. Oui. La tête de Christ a été un élément quand même important, oui, du départ. Qui mettait un point zéro au début. Voilà. En fait, l'histoire de l'humanité, c'était le point zéro. Là, le totem remonte encore un peu avant, parce qu'on parle de l'Homo sapiens. Là, on est vraiment sur le début c'est l'homme des cavernes, ou c'est encore un peu avant? Encore un peu avant, parce qu'on démarre carrément avec une terre fossilisée, avec des coquillages, avec tout ça. On part vraiment d'avant pour dire, l'homme arrive, il pose le pied sur terre, donc on a un pied qui arrive tout seul sur cette surface, et il est un animal comme les autres, j'allais dire insignifiant, il est rien. Et le but du totem, c'était de montrer cette progression où il arrive finalement à être le chef d'orchestre pour le reste de la planète, quoi. Et on avait un message global du départ qu'on s'était donné comme un but au niveau de la communication, c'était de dire le pire n'est jamais certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend parler partout que c'est foutu, on ne va pas s'en sortir et qu'il y a la pollution, qu'il y a tout ça. Nous, on voulait avoir un message positif, c'est-à-dire de dire on a fait des choses, l'humanité, elle est faite de ça, on a fait des grandes choses, on a fait des erreurs, mais on est capable de décider de l'avenir. Donc, ne perdons pas dans la tête cette idée que le pire n'est jamais certain. Il ne faut pas partir défaitiste, il faut essayer d'y croire jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'était vraiment en lien avec tout ce qui se passait
parce qu'on a commencé ça en juin 2021. Et c'est vrai que c'était aussi une période où artistiquement, c'était difficile parce qu'on entendait vraiment des choses extrêmement pessimistes par rapport au Covid. Et les messages étaient très alarmistes et les gens étaient dans une morosité qui était vraiment extrêmement difficile à vivre. Et c'est vrai que ben voilà, le pire n'est jamais certain, la preuve. Il y aura un après-Covid et il ne sera pas forcément pire. Toutes les horreurs qu'on nous annonce ne vont pas forcément arriver. Et pour nos jeunes, c'est important d'ouvrir une porte optimiste, parce que en fait, cette génération qui arrive là, qui va être les adultes demain, qui va construire le futur, il faut pas leur dire c'est foutu, quoi, parce que sinon ils vont faire quoi? Donc il faut se dire il y a des choses à faire, il y a des choses à ne plus faire. C'est important, mais c'est pas une leçon de morale, c'est pas du tout ça. C'est juste, on est fort de l'expérience passée. Il y a eu des siècles d'expérience passée. On est capable de dire, aujourd'hui, on est capable de dire non à la guerre, on est capable de dire non aux violences faites aux femmes, on est capable de dire plein de choses. Donc, il faut continuer dans cette direction-là et peaufiner non seulement nos raisonnements, mais aussi notre conduite. Mais il n'y a pas de morale là-dedans. C'est juste un constat. Et on voulait exprimer cette chose-là, de dire le pire n'est jamais certain, réellement. Si maintenant on regarde un petit peu ce totem, un petit peu en faisant des flashs, par exemple, si vous aviez à parler d'un endroit particulier du totem et puis nous expliquer un petit peu parce qu'il est en fait il est composé de plusieurs œuvres qui se superposent et qui dialoguent entre elles. Les 21 figures, alors déjà ce qui est important, c'est cette tête de Christ, il n'y a aucune connotation religieuse là-dedans, c'est avant et après Jésus-Christ. Donc 21 siècles, 21 figures. Et après, on a pris 21 figures importantes pour nous. Je pense que le socle, il est essentiel parce que c'est où tout a commencé. Le top est important parce que c'est ce qui va continuer. Et ça continue par une baguette avec un doigt qui montre. Et là, tu peux y voir plein de choses. Ça peut être extrêmement optimiste avec ce doigt qui dit, allez, regardez encore en l'air, regardez. Et il y a plein de choses bien qui vont arriver, mais ça peut être aussi le doigt, tu sais, le doigt qui te dit attention. Moi, j'aime beaucoup dans ce totem l'arbre, parce que l'arbre, il a deux faces. Il y a le côté jardin d'Éden, très beau, très joyeux, très coloré, plein des oiseaux avec des fleurs. Et quand tu vas de l'autre côté, eh bien, tu as l'espace, tout ce qui reste à l'homme à découvrir. Donc là, cette face, elle est beaucoup plus sombre. Tu as les planètes, elle est plus dans les tons mordorés, dans les marrons. Alors que de l'autre côté, c'est très printanier. Et je trouve que cet arbre est absolument magnifique. Et puis, il y a la courbe des addictions. Et ça, j'aime bien parce que c'est ce qui fait beaucoup parler, en tout cas les jeunes, quand on présente le totem, où on a mis l'alcool, le tabac, le Viagra pour représenter le sexe. On a mis l'arme, l'argent, représenté aussi avec un oiseau en monnaie, parce que l'argent, c'est quelque chose de volatile. Donc, c'est vrai, ce qui est vraiment important, c'est chaque symbole. On peut raconter une histoire pour chaque symbole. Et pour toi, je ne sais pas quels sont les éléments les plus importants. Là, tu as parlé de beaucoup de choses. Donc, moi, la courbe des addictions, c'est vraiment une des parties du totem que j'aime beaucoup parce qu'en fait, tout part de là. C'est-à-dire que l'humain, il a un parcours bien significatif parce qu'il a toujours essayé de supporter la réalité du monde, c'est-à-dire peu importe l'époque, les contraintes ne sont pas les mêmes, mais on essaie toujours de supporter ces contraintes en utilisant des choses à côté pour pouvoir. Et donc l'alcool, le tabac, tout ça bien sûr. Et on a créé parallèlement au monde réel, à la Terre, à tout ça, on a créé l'économie, qui est un monde, on va dire, virtuel, malgré qu'il gère tout le reste, et que la première des addictions, c'est le pouvoir de l'argent. Pas l'argent dans le sens comme on peut l'entendre, c'est cette obligation d'en posséder pour pouvoir être heureux. On associe le bonheur à l'argent. Et c'est là où il y a un souci. C'est-à-dire que tout le monde n'a plus qu'une option, il n'y en a pas d'autre, c'est gagner de l'argent. Et à partir de là, on s'égare un petit peu parce qu'on oublie l'essentiel. Enfin, pour mon goût, hein, ce n'est que mon opinion, on oublie l'essentiel, c'est qu'à côté, il y a un tas de choses
exceptionnel, c'est-à-dire que les gens font des selfies devant les chutes du Niagara, devant un coucher de soleil. Ce qui est important, c'est pas le coucher de soleil ou les chutes du Niagara, c'est qu'ils disent j'étais là. C'est dommage parce que ce qui est important, c'est le fond. Et l'autre partie qui m'interpelle, c'est surtout cette projection vers un futur où la numérisation prendrait le pas sur l'humain. Donc moi, j'ai très très peur le transhumanisme. Du transhumanisme. J'ai très très peur de toute cette invasion technologique qui ferait perdre à l'homme son identité. Voilà. En clair, c'est surtout ces deux éléments-là qui me parlent beaucoup. Ça, c'est vraiment un point qui nous réunit beaucoup avec Claude. Et c'est vrai qu'on est un peu touchés. Ce sont les mêmes choses qui nous heurtent, en fait. Et c'est vrai que notre époque, ce côté-là, c'est quelque chose qui nous horripile. La déshumanisation. La déshumanisation, le fait que les gens ne vivent que par leur téléphone, les réseaux, qu'on n'ait plus d'amis, que nos amis soient des amis virtuels. Enfin, cette société-là, elle fait peur. Ce qu'on a trouvé vraiment sympa, c'est de pouvoir discuter avec des gens et de voir à quel point une œuvre conceptuelle comme ce totem pouvait déjà faire parler, pouvait rassembler. Et les gens pouvaient se retrouver autour comme un totem chez les Indiens, c'est-à-dire un lieu de rassemblement, un objet de reconnaissance, d'appartenance. Et ça, c'était vachement sympa. Et on a fait venir des écoles, par exemple. On a fermé la galerie une journée entière. Les enfants des classes de Giverny sont venus. Et c'est pareil, c'était vraiment un élément important. Là, on va la voir exposée 3 mois en 2022. Ça va être vraiment quelque chose encore de différent, quoi. Mais c'est vraiment très intéressant. C'est vrai que l'œuvre dont vous me parlez, elle a plein de facettes, et puis elle a surtout du contenu, matière à réfléchir, matière à penser. Et tout le monde va un peu avoir son analyse. Voilà. Et ça, c'est formidable. Il y a vraiment un côté éducatif aussi qui me semble tout à fait évident. Oui, ouverte à la réflexion. En fait, si on arrive à ça, notre pari à nous est gagné parce en aucun cas, on ne voulait donner de leçons. Ce n'était pas le but. On a fait une proposition. Après, chacun peut se l'approprier et en faire ce qu'il veut. Excuse-moi, on a fait nôtre de la phrase de Charles-Élie Couture. L'art est une proposition. On lui a emprunté. On lui a piqué l'idée. Emprunté. Entre artistes, on peut se faire des prêts quand même. Et moi, il y a une chose dans le monde d'aujourd'hui qui me perturbe beaucoup. Moi, je dis, quand on vit dans une ville, la ville est devenue aveugle, c'est-à-dire que chacun va d'un point A à un point B sans s'occuper entre les deux de ce qui se passe et personne ne voit personne. Et c'est terrible parce que humainement, il n'y a pas d'échange. Au lieu d'être à se partager la ville, on se l'approprie et chacun se l'approprie indépendamment des autres. Et donc, ça s'appelle plus vivre en société. C'est là où il y a un souci. Vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est quand même ce qui fait qu'on est des humains, quoi. On a une capacité à s'exprimer, à partager, à être fraternel quand il faut. C'est peut-être très utopiste, mais je pense que ça vaut le coup d'être utopiste. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point, justement, l'art permet de ramener des gens autour d'un sujet commun. Notre association a bien fonctionné par la différence d'âge. En fait, elle a amené l'énergie de sa jeunesse. C'est ça le secret de tout ça. Voilà, écoutez, ça c'est une belle conclusion en tout cas. Je vous remercie beaucoup de cet entretien. Merci et puis à très bientôt alors à tous les deux.